de Fès pour leur accueil et pour l'organisation, encore une fois, d'excellentes conditions, ce congrès national. Et on commence la séance des communications orales. Et j'appelle sans trop tarder le docteur Wali, est-ce qu'il est parmi nous? Docteur Wali, pour nous présenter la communication orale intitulée Les faux asthmes du nourrisson à propos de 27 ans. Vous avez la parole, docteur Wali, et je vous remercie de respecter votre temps imparti de 7 minutes. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre étude intitulée « Les faux asthmes du nourrisson à propos de 27 ans ». C'est une expérience d'un service de pneumoallergologie pédiatrique à Casa. Pour introduire, les sifflements récurrents ils sont fréquents chez les nourrissons et les petits enfants. 20 à 30% ont au moins 3 épisodes durant les premières années de vie. Les étiologies sont différentes, dominées par les sifflements viraux induits et l'asthme du nourrisson. Il faut toujours garder en tête l'adage qui dit « tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme » et d'écarter les diagnostics différentiels devant les indicateurs suivants, notamment un début précoce, l'absence d'intervalle libre entre les épisodes, le retentissement staturopondéral, un tableau clinique sévère ou un échec de corticothérapie inhalée prescrite pour un asthme du nourrisson. Notre objectif est de décrire les particularités cliniques de 27 nourrissons siffleurs récurrents admis pour un faux asthme, ainsi que de préciser la démarche diagnostique chez le nourrisson siffleur récurrent ou persistant. Nous rapportons une étude rétrospective du tableau clinique et paraclinique de 27 nourrissons siffleurs récurrents, âgés moyennement de 11 mois et demi. Le début précoce, l'absence d'intervalle libre entre les épisodes était le dénominateur commun. 9 cas de 9 nourrissons avaient une primo-infection tuberculeuse âgée entre 5 et 14 mois, révélée par une fièvre, sifflement persistant, encombrement bronchique et un comptage tuberculeux qui était chez 7 cas. Le diagnostic positif repose sur un faisceau d'arguments anamnéstiques, cliniques, biologiques et radiologiques. L'idéal tuberculine a été positif chez 6 cas et la TDM thoracique nous a permis de visualiser des adénopathies médiastinales et l'atteinte parenchémateuse. Voici une image des adénopathies tuberculeuses calcifiées et de l'atteinte pulmonaire. 7 cas avaient une anomalie des arcs aortiques âgés entre 5 et 20 mois, révélée par des sifflements persistants, vomissements chroniques, une dysphagie stridor congénitale. On a réalisé chez eux une TOGD montrant l'empreinte postérieure. On ne le fait plus dans notre pratique quotidienne. Confirmée par angioscanner thoracique montrant le double arc aortique chez 6 cas et une anomalie de l'artère sous-clavière droite ou artéria lusoria chez un seul cas seulement. Voici l'image de l'empreinte postérieure de l'œsophage sur le TOGD et le double arc aortique sur l'angioscanner. 5 cas avaient un emphysème lobaire géant, âgé entre 4 et 17 mois. Le sexe ratio était de 3 sur 2. Les signes d'appel étaient la toux quinteuse rebelle surtout. Le diagnostic a été suspecté sur radiothorax et confirmé sur TDM thoracique. Traité par lobectomie chirurgicalement et avec une bonne évolution clinique. À noter que ce cas a été mis sous traitement de fond d'asthme sans amélioration. Voici l'image de l'emphysème lobaire géant avec une hyperclarté du poumon atteint et d'une hernie transmédiastinale contre le côté contralatéral. Et sur la TDM, on note une hypodensité du poumon atteint avec une raréfaction vasculaire. 2 cas avaient un corps étranger bronchique méconnu, âgé moyennement de 15 mois, avec révélé par une toux chronique, sifflement, encombrement bronchique et des infections respiratoires basses. La symétrie des races sibilants était très significative cliniquement. Une bronchoscopie souple et un lavage broncho-alvéolaire réalisé dans les 2 cas, avec une extraction d'une arête de poisson dans le premier cas et des débris de cacahuètes dans le deuxième. Voici une image radiologique d'une atélectasie pulmonaire faisant craindre le corps étranger en premier lieu. Passons aux étiologies plus rares. 2 cas avaient une mycoviscidose. L'âge moyen du diagnostic était de 7 mois. La consanguinité, le décès dans la fratrie a été retrouvé chez les 2 cas. Les nourrissons ont été admis pour encombrement bronchique permanent, des signes digestifs et une hypotrophie sévère surtout. Le diagnostic a été confirmé par un test de la sueur positif à 2 reprises.
La prise en charge a été basée sur une antibiothérapie adaptée, extrait pancréatique, une supplémentation en vitamines et une kiné respiratoire. L'évolution a été marquée par une dilatation des bronches chez un seul cas et une insuffisance respiratoire chronique dans le deuxième. Ce deuxième cas qui a été traité par traitement de forme d'asthme, sans amélioration aussi. Voici une image du DDB kystique cylindrique lobaire inférieur gauche. Un lymphangiome kystique cervical a été retrouvé chez un seul cas, chez un âgé de 6 mois et 20 jours, de sexe masculin, révélé par des sifflements récurrents, un encombrement bronchique, une masse latéro-cervicale droite lors des pleurs avec une cyanose par moment et une stagnation pondérale comparant une stagnation vis-à-vis son frère jumeau qui le voyait grandir normalement. La TDM avait montré le kyste hydatique latéro-cervical droit, traversant le défilé cervico-thoracique en faveur de lymphangiome kystique, confirmé histologiquement et traité par une exérèse chirurgicale avec une bonne amélioration. Et voici l'image du lymphangiome kystique. Le dernier cas avait un kyste bronchogénique chez un nourrisson de 16 mois de sexe féminin, admis pour sifflement persistant, encombrement bronchique et une hypotrophie. Le bilan radiologique plaidant en faveur d'un kyste bronchogénique. Le diagnostic a été confirmé histologiquement, surtout confirmant la nature kystique, et traité chirurgicalement avec une bonne évolution. Voici l'image du kyste bronchogénique. En discussion, les sifflements récidivants par obstruction des voies aériennes inférieures, ils sont fréquents chez le petit enfant. Dans la série de Martinez, 33,6% et la série de Biscard, dans 32%. Cette vulnérabilité revient aux facteurs anatomiques, fonctionnels et immunologiques. Les étiologies des sifflements, ils sont multiples, en dehors de l'asthme bien sûr. Ils sont résumés sur le tableau suivant, avec des causes fréquentes, notamment le reflux gastro-œsophagien, le corps étranger, la dyskinésie trachéobronchique, la dysplasie pulmonaire et la mucoviscidose. Des causes encore moins fréquentes, la cardiopathie congénitale, le déficit immunitaire, la bronchomalacie, l'emphysème lobaire et le kyste bronchogénique. Dans cette série, la primo-infection tuberculeuse occupe la première position de faux asthme. Le Maroc, car le Maroc reste un pays d'endémie tuberculeuse. En deuxième position, les anomalies vasculaires, l'emphysème lobaire géant en troisième position, et puis le corps étranger et la mucoviscidose en dernier. Le corps étranger, on le voit moins dans notre service, car les nourrissons ils sont recrutés dans une autre structure, là où ils font leur prise en charge et l'extraction. En dépit de beaucoup de cas de RGO et de dyskinésie ciliaire non diagnostiqués par faute de moyens. Le tableau présent, il regroupe une étude, le profil étiologique de 5 études, profil de nourrissons siffleurs. Et le clinicien doit toujours garder en tête la possibilité de piège diagnostique devant un nourrisson siffleur. Pour cela, on propose l'algorithme décisionnel suivant. Alors, devant une symptomatologie clinique habituelle, radio normale, l'asthme, il peut être probable. Voilà, sinon on l'adresse chez un médecin spécialiste. En conclusion, pour retenir un asthme chez un nourrisson de plus d'1 an, il faut avoir obligatoirement notion de plusieurs épisodes de dyspnée sifflante avec intervalle libre, un terrain d'atopie, un poids correct par rapport à l'âge, une radiographie normale et surtout la bonne réponse aux bêta-mimétiques. Et dans le cas contraire, il s'agit d'un faux asthme. Et merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la première présentation sur les faux asthmes du nourrisson? Merci pour la question. Ce nourrisson, effectivement, il était suivi pour des sifflements récurrents parce que la masse, elle traversait le canal cervico-thoracique. Donc, elle comprimait même les branches dans le médiastin. Donc c'est ce qui faisait les sifflements récurrents. Donc il avait cet antécédent, et c'est surtout lorsqu'on a une masse supérieure, ça engendre une hypersécrétion basse, donc c'est ce qui fait l'encombrement. Donc il n'était pas visible au début, apparemment. Il n'était pas au début parce que c'est la spécificité de lymphangiome. C'est une masse qui apparaît lors des pleurs, donc ça part et ça revient.